Bonjour les amis. Ça, ça va? Oui, ça va. Oui, bah, tu vois, alors c'est grâce à toi qu'on a gardé le... Et puis grâce à ce pauvre SDF que j'ai vu sous le... Et je me suis dit, il faut en parler quand même. Parce que tu sais, en Inde, il y a des castes, donc. Mais au moins, c'est clair. Je... Tu vois? On peut dire, ah, mais quand même, alors on entend souvent les Occidentaux, ah, ces hindous, ils ont des castes, ils sont très... Mais chez nous, on ne le dit pas, mais elle y est, cette espèce de compartimentage humain en fonction du niveau social, on va dire. Ça y est, c'est bien là. Alors voilà, peut-être que ça va un petit peu mettre les gens face à eux-mêmes, et puis, euh, et puis c'est une bonne chose quand on est mis face à soi-même. Il y a une question qui a interpellé Irina, une question de Pascal, où tu poses la question comment diminuer le moi? Je ne sais pas si tu t'en rappelles dans une vidéo. Irina, ça l'a assez interpellée et elle m'en a parlé. Eh bien, elle n'est pas là, donc on va répondre sans elle. Et puis, mais c'est elle qui a eu la réflexion. Je me rappelle que j'avais répondu à cette question en disant, mais les discussions que nous faisons et les regards que nous portons va naturellement faire fondre le moi ou désagréger le moi ou tout au moins le remettre à sa place. Tu vois, c'est pas qu'on n'aura plus de moi. Il y aura toujours un moi. Le moi, on va comprendre petit à petit que c'est une faculté dont on se sert. Voilà, je me sers maintenant du moi. Tu vois, on se sert du moi pour se parler. On se... Oui, j'avais demandé si c'était possible d'avoir un tout petit moi. Ouais. Oui, moi je t'avais donné donc cette réponse. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de remettre les choses à leur place, de remettre ce qui appartient à la vie, et naturellement, on va devenir humble. Mais c'est pas humble parce que humble sous-entend c'est un moi qui est humble. Tu vois, donc c'est une mauvaise réponse, mais je vois pas comment formuler cette réponse. Donc le moi va naturellement se mettre en retrait. Dans tout ce qu'on fait d'ailleurs, dans tout ce qu'on va faire, le moi va se mettre en retrait. Lorsqu'on voit des gens qui ont des moi, qui ont des caractères assez forts, le moi est en avant. On les sent très présents. Et là, naturellement, en découvrant que tout appartient à la vie, que le fait d'entendre, le fait de voir, de comprendre, tout ça c'est spontané. Ça n'appartient pas à Jean-Pierre Dunal ou à Pascal ou à Jean-Marc. Vous voyez, c'est pas quelque chose ça appartient à personne. C'est là et c'est spontané et c'est offert. Mais il y a quelque chose qui était intéressant dans ce que dit Irina, c'est que en fait, lorsque tu te trouves face à une personne, et là, il va vraiment falloir le regarder dans une expérience relationnelle avec quelqu'un, par réflexe, le moi vient en avant. Tu vois, imaginons, je suis tranquille dans une pièce, il n'y a personne, je suis très détendu, peut-être en train de lire quelque chose, et puis quelqu'un rentre dans la pièce. Ah, ça va toi? Ah oui, ça va toi? Le moi vient en avant, et c'est un réflexe.
Et dans cette relation, il peut se passer plein de choses. Tu peux être prise par un sentiment de domination, de vouloir paraître. Vous abordez un sujet, et toi tu as ton idée, et tu veux avoir raison sur l'autre. Enfin bon, il peut se passer plein de choses. Donc le moi est en avant à ce moment-là. Le moi et les instincts du moi. Les instincts du moi, c'est un petit peu ses serviteurs en quelque sorte. La domination, la possession et la jouissance. Parce que lorsque le moi a dominé, il jouit. Quand j'ai eu raison de l'autre, je jouis. Bien. Mais si, dans cette relation, c'est le témoin qui vient en avant, un témoin qui va à la fois écouter, mais qui va regarder aussi ce qui se passe à l'intérieur. Ce témoin, il faudrait qu'il vienne de plus en plus en avant. Et lorsque le témoin vient de plus en plus en avant, le moi, naturellement, est comme relégué en deuxième place, si tu veux. Tu vois, il est On derrière. n'en a plus besoin. On n'en a pas besoin. Quand je parle, là, il y a un moi. Mais ce moi, il est derrière. Ce qui compte, quand je parle, c'est la lumière de ce qui est vu, de ce qui est observé, du message que je tente de passer. C'est ça qui est important, là. C'est ça qui est en avant. Mais il y a un moi, tu peux dire, oui, mais tu as une notion de moi, tu parles. Il y a la personne qui est là. Oui, mais c'est pas ça qui est devant. Tu vois, ce qui est devant, c'est un royaume extraordinaire, une lumière spontanée qui est là devant moi, et l'intellect n'a plus qu'à formuler ce que l'esprit observe et voit. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, moi je trouve. Hein, enfin bon. C'est ce que fait un professeur aussi quand il enseigne. Il a porté une grande attention sur son enseignement. Il ne fait que être en attention et en éveil face à la lumière de son enseignement. Et puis les mots viennent tout seuls. Plus le témoin sera devant, et plus le moi va être relégué en fond, une faculté qui est là, qui doit être là, qui est plus devant, mais qui est derrière. Le moi, à ce moment-là, est petit. Même si quelqu'un vient à l'extérieur et qui cherche, on cherche à le contrer ou à le dominer, c'est toujours le témoin qui est devant. C'est toujours l'éveil qui est là. Et l'éveil voit parfaitement le manège de l'autre. S'il y a quelqu'un qui essaye de... Et le moi n'aime pas tellement ça. Le moi n'est pas tellement ça, non. Il n'aime pas être remis en question. Si c'est quelqu'un qui t'agresse ou qui te remet en question pour des choses qui sont justes, parce que bon, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs dans son travail, bien. On peut dire oui, ben oui, j'ai fait une erreur. Mais si le type enfonce le clou, on est en droit de réagir, dire oui, mais attention, j'accepte, j'ai fait une erreur, mais c'est bon maintenant. Toi aussi, tu fais des erreurs. À ce moment-là, on remet l'autre en question et c'est l'autre qui peut réagir. Donc c'est rigolo ce jeu du moi et le réflexe qu'on a. Ça va être vraiment un regard intérieur à porter à un état d'éveil face au phénomène qui se passe en nous. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, tu es dans une pièce, tu es tranquille, il n'y a plus rien, il n'y a pas de moi, tu es tranquille, tu lis un livre, et puis quelqu'un vient, tu es dans ton bureau, quelqu'un vient, hop, ça y est, il y a quelque chose qui rentre en toi. Voilà. Il y a quelque chose qui prend possession des lieux. C'est le moi. Tu vois ? Ça peut même être, si vraiment on est très détendu et qu'on n'entend pas la personne arriver, par exemple, ce qui peut se produire, ça peut même être l'arrivée du moi, une décharge électrique, quoi. Moi, ça m'arrivait assez souvent. Voilà, je suis centré, par exemple, sur l'ordinateur, et puis je suis tout seul dans la salle des profs. J'ai pas entendu une collègue rentrer qui m'a appelé, et j'ai senti le moi arriver, mais c'est une énergie, quoi. C'est une force, et ça a été comme une décharge électrique. Tu vois, donc bon là, c'est bien quand c'est comme ça finalement, parce que là, on se rend vraiment compte qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas de moi, pas de moi.
que tout se faisait tout à fait normalement et parfaitement bien. Et soudain, alors qu'on ne s'y attend pas, on nous appelle. Alors il y a une fraction de seconde où je me rappelle très bien de ce moment. On ne sait pas trop à qui on parle, mais assez vite, c'est vrai, je me rappelle très bien de ça. Et soudain, il y a, oui, oui, c'est moi. Jean-Marc, c'est moi. Mais surtout, ce qui m'avait frappé, mais pas qu'une fois, hein, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie. Je crois que c'est arrivé à tout le monde, ça. Mais surtout, une force, une décharge électrique, quoi. Et on sent qu'il y a quelque chose qui n'était pas là, qui est là. Et qui peut être costaud, quoi, qui peut être puissant. En tout cas, même s'il n'est pas puissant, il y a un contraste très très net entre le moment où il n'y avait pas de moi, où je travaillais sur l'ordi, et puis soudain, mon nom, j'entends mon nom, et là, quelque chose qui n'était pas là surgit. Et ça peut être comme une décharge électrique. Et c'est pas mal parce qu'on là, on voit bien, ou plutôt la lumière nous montre bien la différence entre les deux, la différence entre les deux états. L'état où il n'y a pas de moi, et pourtant tout se fait comme d'habitude, normalement, et le moment où il y a le moi, où on peut faire la même chose qu'avant. Mais on se rend compte, grâce à ce genre d'exemple vécu, qu'on n'a pas besoin du moi pour faire tout ce qu'on fait dans notre vie, en fait. Oui, c'est pour ça que cet éveil intérieur, cet éveil de ce qui se passe en nous, on peut le faire vraiment même dans une discussion. Tu es en discussion avec quelqu'un et tu sens des petites réactions suivant ce qu'on te dit, mais on peut faire les deux. On peut à la fois écouter quelqu'un à l'extérieur et être dans l'éveil à l'intérieur. Je pense que peut-être pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de faire ça, ça peut être, je dirais pas compliqué, mais un petit peu nouveau. Mais on peut très bien s'habituer à être en relation avec le monde à l'extérieur, à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur, s'il y a une montée de puissance, tout faire redescendre et être parfaitement tranquille. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'étais en train d'aller faire des courses, il y a une personne qui vient. J'étais dans mon intention d'aller faire des courses, alors, il y avait une tension en fait. Et une personne venait, un voisin, une connaissance, qui avait envie de discuter 5 minutes, voilà, assis là. Je sentais parfaitement que pour être à l'écoute de cette personne, il fallait que cette tension qui s'était mise en œuvre s'apaise. Et j'étais à l'écoute, mais j'étais à la fois dans l'éveil de cette tension qui redescendait. Et finalement, quelque part, j'ai dit merci à cette personne parce que j'étais dans une tension et que cet éveil intérieur m'a permis de faire descendre la puissance et puis de repartir très tranquillement pour aller faire les courses et de garder cette paix avec moi. Alors que j'étais dans un mental, alors il faut que je pense à ci, que je pense à ça, que je pense, tu vois, Euh, c'est un éveil intérieur. Ça n'est que ça en fait. Ça n'est que ça. Un éveil intérieur. Et on peut l'emmener partout avec soi. La plupart du temps, on est trop vers l'extérieur et pas assez tourné vers l'intérieur, pas assez conscient de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est bien dommage, parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur qui va nous faire agir après dans le monde physique. Tu vois, si tous les gens qui commettent des crimes ou font des choses un peu tordues ou des choses comme ça, s'ils étaient plus conscients de ce qui se passe à l'intérieur, ils ne feraient pas ce qu'ils font dans le monde physique, dans le monde social humain. C'est le monde des effets ici. Ce ne sont que des effets. Mais les causes sont intérieures. Si tu agis à l'extérieur, dans le monde physique, c'est qu'il y a une cause qui te pousse à agir. Tu vois. Alors, ce qui est essentiel, c'est de prendre conscience de la cause. Qu'est-ce qui me pousse à agir? Si on mettait cette démarche spirituelle en place dans les éducations, dans notre éducation, ça changerait la face du monde, voyez.
les gens, naturellement, prendraient conscience de leur réaction à l'intérieur d'eux, de leur sensibilité, parce que il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne feraient certainement pas après avoir porté un regard, après avoir mis de la lumière. Alors, quel dommage! Bien, ceux qui se tournent vers la vie et qui mettent ce pouvoir suprême, pour moi c'est le pouvoir suprême, puisqu'il transforme, il va nous transformer. Il n'y a pas d'autre sortie, il n'y a rien dehors. C'est un monde physique, un monde de matière, c'est un monde d'effets, ce n'est pas la dimension des causes. On s'en rend compte. Quand on fait quelque chose, c'est que quelque chose d'invisible, vous voyez, d'intangible, nous a poussé à le faire. On ne voit pas ce qui nous pousse à faire telle ou telle chose. Vous voyez, ça ne se voit pas. Mais par contre, ça se voit dans nos actes. Après, on voit des gens qui font ceci ou cela, et on peut se dire, mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire ceci ou cela? Vous voyez? Mais dès qu'on se pose la question, on rentre dans le monde des causes, dans l'univers des causes, qui n'est pas tangible. Vous voyez? On ne les voit pas, les causes. Ben, on peut se dire que c'est la raison qui nous fait agir. On peut dire que c'est... Est-ce que tu vois la raison? Non, mais Donc j'ai un mot dessus. ah oui, on a un mot qui désigne quelque chose. Il désigne quelque chose, mais est-ce que le mot raison est bien clair pour toi? Ça dépend si c'est ma raison ou la tienne. Non, 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 ça dépend ni de ta raison, ni de ma raison, ça dépend de la lumière que tu as sur le mot raison. La lumière que toi, tu mets sur le mot raison. Si tu t'arrêtes sur les mots, et c'est ce qu'il faut faire en plus, ça peut énerver l'intellect, qui lui se fout de la lumière. L'intellect, il se fout de la lumière. Tout ce qu'il veut, c'est faire blabla. Voilà, tu vois? Il veut aligner les mots les uns derrière les autres, et puis sentir, éprouver la notion, sa propre notion de moi, je suis celui qui connaît, je suis celui qui sait. C'est ça qu'il veut, l'intellect. Mais maintenant, si quelqu'un vient à l'extérieur et te dit, mais tu emploies le mot raison. Mais qu'est-ce que toi, tu vois derrière ce mot raison? Le raisonnement, c'est une structure, c'est ce qui me fait faire des choses par rapport à ce que je pense être juste. Alors, une culture, une structure, je marque sur mon papier, culture, structure, raisonnement, est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion derrière un raisonnement? Il n'y aurait pas quelqu'un ou quelque chose qui parle? Qu'est-ce qu'une culture? Tu vois, on s'arrête. Tu as mis culture et structure. Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu as fait ce travail? Tu vois, je t'embête aujourd'hui. Zut, Elena n'est pas là. Et là, et voilà, Ça tombe sur moi. ça tombe sur toi. Tu vois, on va s'apercevoir que derrière ce manège intellectuel, il y a beaucoup de flou. Tous ces mots sont vagues, c'est une nébuleuse, l'intellect. Très peu d'êtres humains se sont arrêtés sur leur intellect, sur les mots qu'ils emploient. Et c'est très flou. On avance des mots sur des mots. Tu vois, je t'ai demandé ce que c'était la raison. Tu m'as remis des mots sur des mots. Alors moi, je t'arrête. Et puis je prends les mots que tu m'as dit et on va s'arrêter sur les mots et on va essayer de voir. Alors tu vas me dire, oui, mais ça n'a pas de fin. Si, si, ça a une fin. Tu m'as parlé d'une structure, tu m'as parlé d'une expérience sociale. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une expérience sociale? Qu'est-ce que j'entends, moi, par structure? Est-ce que c'était pas un mot que j'ai déjà entendu et que je répète sans vraiment savoir ce que c'est qu'une structure? Je te dis rien, je te donne pas de réponse. Une structure, pour moi, c'est quelque chose qui est déjà qui est connu, qui est déjà fabriqué.
Attention, tu emploies des mots encore, hein. Bon, je me tais. Tu emploies le mot connu. Alors tu marques sur ton papier connaître. Est-ce que c'est clair pour toi le mot connaître? Est-ce que tu viens de me parler d'une structure, tu viens de me parler d'un conditionnement social, tu viens de parler de connaître? Bon, on devrait s'arrêter et ne plus employer des mots pour expliquer d'autres mots, parce que ça n'a pas de fin, ça. Je devrais m'arrêter sur le mot et puis porter un regard et être véritablement face à ce que le mot désigne. Et là, c'est très différent. Ça, c'est quelque chose qui va t'obliger à l'éveil, justement, et à mettre de l'ordre en toi et à mettre de la clarté. Et on va employer des mots. Mais ce que les mots vont dire et exprimer, c'est la vue de ce que le mot désigne. Et non pas employer des mots pour expliquer le mot. Et ça, c'est un travail. Ça, c'est un travail. Voilà, donc le moi peut très bien se diminuer, comme tu disais dans une vidéo, au profit de l'éveil, au profit d'une attention portée, à la fois sur l'extérieur, mais à la fois sur l'intérieur, sur ce qui se passe à l'intérieur. Le moi, il va diminuer, il va commencer à diminuer quand, c'est un peu l'exemple que je donnais tout à l'heure, quand grâce au témoin ou la lumière de conscience, on va par différenciation se rendre compte que il y a toujours, on colle un moi sur tout. Tout. Je vois dans les conversations ou dans les films ou dans les vraies conversations. Bon, par exemple, j'ai entendu l'autre jour, ah, pourquoi tu t'es mis en colère? Ça vaut pas la peine de se mettre en colère. Comme s'il y avait quelqu'un, un moi, qui avait décidé de se mettre en colère. Comme si ce gars qui était en colère, j'exagère, hein, mais c'est pour montrer que c'est souvent comme ça que c'est perçu chez soi-même et chez les autres. Comme s'il y avait quelqu'un qui avait décidé, après avoir bien réfléchi, de se mettre en colère. Mais c'est pas du tout ça, en fait. C'est vraiment une réaction instinctive qui s'est produite chez le gars. Tu vois, ça se voyait, quoi. Enfin, moi, j'étais là, ça se voyait. Ça n'avait rien à voir avec un moi, quelqu'un qui aurait réfléchi, puis pris la décision, finalement, de se mettre en colère. Mais pratiquement tous nos comportements sont associés à un moi, à un je qui a décidé, comme s'il avait décidé de faire telle ou telle chose. C'est pas du tout la réalité, c'est pas comme ça en fait. La réalité, c'est souvent des réactions d'instinct. Il n'y a pas quelqu'un qui a décidé. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais où est-ce que je veux en venir, c'est si on est attentif à ce qui se passe en nous et chez les autres, on va se rendre compte par différenciation que la plupart du temps, il n'y a pas un moi au milieu, quoi. Alors il peut y avoir un savoir spontané qui est le résultat d'un apprentissage, par exemple. Quand je tape à l'ordinateur, mais pas que moi, tout le monde, quand je conduis ma voiture, quand je fais ma vaisselle, quand je joue au tennis, je dis jeu, hein, évidemment, pour parler, on peut se rendre compte que tout ça et plein d'autres choses se font tout seul. Ce sont des choses qui se sont construites en nous selon un processus et que les facultés de la conscience dont parle Jean-Pierre, tout se construit en nous selon ce processus. Et à un moment donné, c'est plus ou moins construit, c'est plus ou moins précis en nous selon le temps, l'attention qu'on a accordée à telle ou telle activité. Il y en a qui jouent très bien au tennis, il y en a qui jouent très mal au tennis. Peu importe. En tout cas, c'est le même processus qui a conduit à créer le tennis ou la conduite ou taper à la machine, etc., etc. Mais déjà le fait, par différenciation, de se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'un moi pour faire tout ça, tout ce qu'on fait, faire la vaisselle ou des choses plus complexes, que c'est le fruit d'un processus en nous, eh bien, ça va nous montrer que le moi, il est pour rien dans tout ça, quoi. Voilà. Donc, c'est petit à petit qu'on va se rendre compte, à travers les prises de conscience, Jean-Pierre parlait de témoins, qu'on va se rendre compte qu'en fait, les choses se font parce qu'elles se sont construites en nous et que ce n'est pas un moi qui le fait. Il y a un moi qui peut surgir à un moment donné, mais en fait,
Je vais donner un exemple plus concret, au tennis. Je joue au tennis avec un copain il y a quelque temps. Et puis il est monté au filet, à un moment donné, il a fait une volée. Et là, j'ai dit, ah super, bien joué. Et je l'ai regardé. Et là, je me suis rendu compte qu'en lui, il n'y avait pas de moi. Il y a eu un moi au moment où j'ai dit, bien joué, t'as bien joué. Et là, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui n'était pas là, qui a surgi en lui. Et c'est comme si le moi revenait à lui-même, quoi, je ne sais pas comment, se reconstituer. Mais quand je l'ai vu monter au filet, il était évident que ce gars-là, que dans ce corps physique, il n'y avait pas un moi. Il y avait un corps physique, il y avait un savoir tennistique qui s'appliquait, et même une fois le coup terminé, il serait retourné au fond sans moi. Mais c'est parce que j'ai dit, ah, t'as bien joué, bravo, que là j'ai vu que quelque chose qui n'était pas là apparaissait. Tout ça pour dire quoi? Pour ça, pour dire que si on est attentif à nous-mêmes et aussi aux autres, parce que les autres peuvent nous montrer ce genre de choses, peuvent nous aider à prendre conscience des mêmes choses qui sont en nous, ou qu'on n'a pas vu en nous, mais qu'on peut peut-être voir chez eux d'abord, eh bien, petit à petit, on va se rendre compte que le moi n'a rien à voir dans cette histoire, quoi. Mais pour ça, il faut être attentif, le plus en éveil, ce que dit Jean-Pierre, possible, hein, dans toutes les petites choses qu'on fait tous les jours. Descendre un escalier, ouvrir une porte. Est-ce que c'est moi qui ouvre la porte? Est-ce que c'est moi qui descends l'escalier? Est-ce que c'est moi qui bois un verre d'eau? Est-ce que c'est moi qui conduis? Quand on est attentif à ce on essaie d'être attentif à ce qu'on fait, alors je ne dis pas que ça va se voir tout de suite. Je ne dis pas ça, hein. Je dis qu'à un moment donné, si on est attentif au jour le jour, à ce qu'on fait, des choses toutes simples, toutes simples, toutes simples, eh bien, à un moment donné, on va se rendre compte qu'il n'y a pas de moi. Peut-être parfois, il y en a un pour faire la même chose, mais on va voir la lumière, nous va nous montrer la différence par différenciation, que parfois il y a un moi, que parfois il n'y en a pas pour faire la même chose, mais que de toute façon, si on n'a pas, c'est très bien comme ça parce qu'on n'en a pas besoin. Tout ça, c'est l'expression de prise de conscience par différenciation. Mais ça va se faire petit à petit si on est attentif à ce qu'on fait au jour le jour. Je sais pas, c'est un choix. Oui, c'est de l'éveil, tout simplement. Tu sais, si maintenant tu parlais avec une personne et que tu t'arrêtais sur un mot et que tu lui dises, oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Qu'est-ce que tu vois derrière ce mot? Qu'est-ce que ce... il est fort probable qu'il prendrait un pot de fleurs et qu'il te le mettrait sur la tête au bout de 5 minutes. Parce que c'est très énervant de... c'est très énervant de remettre l'intellect de quelqu'un en question parce que lui a la sensation qu'il connaît et il croit que parce qu'il emploie des mots, il connaît les mots qu'il emploie. Il a la lumière des mots qu'il emploie. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la lumière des mots que nous employons. Et très peu de gens sur Terre l'ont, cette lumière. L'intellect est là pour exprimer. Alors certes, on peut exprimer des sentiments. On peut exprimer des sentiments, mais est-ce qu'on comprend la nature de ces sentiments? Alors on peut dire, oui, mais je l'aime, ceci, cela, bien, mais qu'est-ce que tu entends par aimer? Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ténèbres, ça fait beaucoup d'obscurité en nous. Ça fait un peu peur au début lorsque on commence à regarder à l'intérieur et quand on mesure à quel point on ne voit rien en soi, tu vois. Il suffit de prendre un mot et puis, ça y est, on est perdu. On se dit bien. Et pourtant, alors c'est là où on va faire très attention à l'intellect, c'est que l'intellect donne ce sentiment, cette notion que je connais, parce que j'ai une explication. Tout à l'heure, on a pris un mot et tu as avancé 2 autres mots. Mais je t'ai dit, mais arrête-toi derrière les 2 autres mots. Et tu m'as avancé un 4e mot. On est habitué à expliquer les choses avec des mots. On est habitué à expliquer des choses avec des mots, et puis on se rend compte très vite qu'il n'y a pas de lumière derrière, il n'y a pas de véritable sens. On n'a pas vu par nous-mêmes ce que les mots désignent. Et vraiment, c'est quelque chose d'assez ahurissant quand on
On commence à regarder de cette façon-là. Oui, parce que je peux prendre le dictionnaire et aller chercher la définition du mot. C'est ce qu'on fait tous dans le dictionnaire. Oui. Mais ce n'est pas la chose que moi j'ai ressentie, ce mot. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Le dictionnaire, ça aide, ça donne une indication. Donc c'est très bien. Mais maintenant, on avait pris le mot quoi, raisonner. Est-ce que toi, tu as été au bout du mot raisonner? Tu vois, qu'est-ce que tu entends par raisonner Est-ce lorsqu'il y que a je ne vais pas un tomber dans raisonnement? l'intellect, justement, en faisant Non, ça? non, parce qu'on s'arrête. Si tu tombes dans l'intellect, ça va être des mots mis les uns derrière les autres. Mais si tu es maintenant en éveil face à ce mot, au mot raisonner, alors il n'y a pas d'intellect. Il y a un arrêt et un regard. Qu'est-ce que j'entends par raisonnement et qui raisonne? Tu vas voir que c'est très difficile. C'est très difficile. On a très peu de lumière sur ça, puisqu'on ne l'a jamais fait. Et c'est quelque chose de très vague. Tout ce qu'on a mis derrière les mots que l'on emploie est très vague. Ça fait pas mal de discussions qu'on est sur le mot « moi ». Et tu as vu tout ce que ça implique comme regard, tout ce que ça révèle comme phénomène en nous. Tu vois, le mot « moi ». Là, c'est plus de l'intellect, c'est du regard. Quand Jean-Marc parle de courant électrique, quand on parle de notions, là, ce sont des états vécus que l'on peut observer et que l'on regarde. Et on peut se poser des questions sur ces phénomènes-là. Se dire, mais comment cette notion peut-elle apparaître? On parle du moi. Comment cette notion peut-elle apparaître? Il se passe quelque chose dans le corps physique. Évidemment, le corps physique est impliqué dans l'idée et le concept. Ah, mais j'emploie un mot. L'idée et concept. On se dit, mais oh là là, mais il n'en finit plus, lui, on va où comme ça? Mais c'est ça, mettre de la lumière. Et si on fait ça, les mots que tu vas employer, ils auront une profondeur en toi. Il y aura une lumière derrière les mots que tu emploieras. Ça ne sera plus des mots vides de sens ou des mots nébuleux. Tu vois? C'est un petit peu ce qui se présente comme réflexion et puis comme perception même. On se dit, mais oulala, mais on ne voit pas grand-chose là-dedans. Ben, voilà. On mesure la profondeur de notre ignorance sur nous-mêmes. Et c'est très difficile pour un moi, un ego, qui a l'habitude de tout expliquer, qui a l'habitude de penser qu'il sait tout. Eh bien, il faut redevenir comme un jeune écolier à la maternelle et qui est face à quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment être face à quelque chose de nouveau. Hein. Cette attitude de remettre en question et de mettre de la lumière sur des mots qu'on emploie, qu'on a employés, à longueur de temps même, je dirais. C'est quelque chose de très nouveau. On parle de mots, on parle d'esprit, on parle de pensée, on parle de mental, on parle de... Mais ça va être à chacun de faire quelque chose, un travail de regard et de lumière, quoi. Il y avait quelque chose, si vous avez des choses à dire, ça va, Pascal? Ça va. Ah, t'as pas fini, hein? Il fallait pas venir. C'était Albert qui disait ça. Albert, il parlait d'un dicton spirituel qui disait, lorsque vous entrez dans l'hôpital de la dimension spirituelle, vous en ressortirez, mais une fois guéri. Et il faut être complètement guéri, c'est-à-dire complètement clair, complètement... Non. Voilà. Il y a une chose qui était intéressante dans la dernière vidéo qui est sortie sur YouTube, c'est que tout ce qui va être observé, regardé, va créer une unité en nous.
une unité qui va nous permettre, en fonction de son évolution, en fonction de sa présence, d'aller un petit peu plus loin et de voir un peu plus profondément à chaque fois. C'était Irina qui disait, mais il y a comme quelque chose qui nous aide. Puis maintenant, elle commence à prendre conscience, comme toi, de sa dimension intérieure. Mais ce qu'elle a perçu, c'est que quelque chose l'aidait de plus en plus à regarder. Et quelque chose qui n'était pas là au début. Quelque chose, je dis quelque chose parce que on ne veut pas trop mettre de mots dessus, qui lui permet de voir plus facilement à l'intérieur. Quelque chose qui n'était pas là au début. Et ce quelque chose permet non seulement de voir plus facilement à l'intérieur, mais permet aussi de stabiliser une paix, une tranquillité, si tu veux. En prenant conscience de l'intérieur, on va prendre conscience des phénomènes, mais on va prendre conscience aussi des tensions physiques, des tensions du corps. Et lorsqu'on va prendre conscience de ces tensions, elles vont naturellement retomber. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va prendre conscience qu'il y a d'innombrables tensions qui n'ont pas lieu d'être. Et puis, le fait de regarder va mettre de l'ordre. On va créer un être spirituel. Je ne voulais pas le dire, mais ça ne fait rien. On va créer une lumière spirituelle, un être spirituel, une unité lucide qui va nous permettre de voir de plus en plus facilement, de plus en plus clairement et de plus en plus profondément. Et on le dit souvent avec Jean-Marc, c'est une bénédiction. Tu imagines que des milliards d'êtres humains n'ont pas cette lumière à leur service. Mais quelqu'un qui, lui, a mis en œuvre ses facultés, les facultés de la vie en nous, petit à petit va avoir en lui cette bénédiction, un être spirituel, une unité spirituelle lucide qui va lui permettre de voir plus clairement et de remettre de l'ordre. Et cette lumière et cet ordre vont faire que ça va être de plus en plus calme. Comme je dis souvent, on ne va plus prendre des vessies pour des lanternes. C'est une vieille expression que je trouve très rigolote. Prendre des vessies. Parfois, on peut regarder, je regarde un film à la télévision, le film a une ambiance, tu vois, il y a une ambiance. Et puis j'arrête la télévision, et puis l'ambiance est toujours là. Il faut faire attention à la télé parce que ça nous poursuit cette histoire-là. Eh bien, il faut que je sois dans l'éveil parce que sinon cette espèce de comment dire d'ambiance qui est de l'énergie, hein, qui est quelque chose de bien manifesté. Un film, il a son ambiance et puis il crée une ambiance. Une ambiance créée, c'est de l'énergie. Il faut que je prenne conscience de ce qui se passe et de cette ambiance qui me colle un petit peu à la peau. Et puis, la chose se dissipe petit à petit. Et puis, on va se brosser les dents, on va boire un petit verre d'eau, et puis, mais il y a de l'éveil. Et puis, quand on va se coucher, ben voilà, on est dans le calme. Mais si on ne fait pas ça, cette ambiance, on peut l'alimenter, on peut l'intensifier. Tu vois, si je commence à penser au film, et le film a soulevé telle question, il y a eu la guerre, je deviens moi-même le héros de mon propre film à ce moment-là. Et puis, on va se coucher avec une espèce une ambiance comme ça, et puis après, on va faire des rêves. Tu vois, tout ça, ça fait partie des regards, ça fait partie de l'éveil. Quand on regarde la télé, on arrête la télé. Quand quelqu'un est là, être en éveil face à ce qui se manifeste en nous, tout ça, c'est de l'éveil. Remettre son intellect en question, c'est de l'éveil, tout ça, qui doit se faire. Si on ne le fait pas, personne ne le fera pour toi. On est seul. On est seul face à nous-mêmes. Alors, on peut se réunir et se parler, voilà, bien. On crée
une effervescence, il y a une énergie de lumière, de regard. C'est très bien tout ça. Mais à un moment donné, eh bien, on est dans nos expériences, dans notre vie de tous les jours, et cette faculté est là, cet éveil est là. Vous voyez, c'est la fameuse image symbolique des hindous, Arjuna, qui demande à Shiva, qui est la lumière, Dans la Bible, je l'avais déjà dit de il y a très très l'accompagner. longtemps, et dans la Bible, il y a cette image de l'être spirituel quand il y a Jean le Baptiste. On nous raconte qu'il y avait Jean le Baptiste qui baptisait des gens au bord du Jourdain, au bord d'un lac, et il voit arriver Jésus pour la première fois, et là, il le regarde, et il dit, il doit croître et moi diminuer. Ben voilà. Pascal, au début, la discussion, enfin, tu rappelais ce qu'avait dit Pascal, est-ce qu'on peut avoir un petit moi? Ben, c'est ça, en fait, ce que veut dire Jean le Baptiste. C'est qu'il a vu en lui cet être spirituel qui était là, qu'il ne voyait pas avant, puisqu'il le voit pour la première fois, il le reconnaît, et il dit, il doit croître et moi diminuer. Et qui c'est moi? Ben, le moi imposteur, voit qu'il est un imposteur, et il sait qu'il doit céder la place à l'être de lumière, qui est l'être spirituel. Et l'être spirituel, c'est ce que disait Jean-Pierre il y a quelques minutes, c'est l'être qui va naître petit à petit à travers toutes les perceptions, toutes les prises de conscience sur nous-mêmes, en nous-mêmes. Et ce que disait Irina, qu'elle trouvait que c'était de plus en plus facile de regarder en elle, en fait, c'est cet être spirituel qui est en train de grandir, qui l'aide petit à petit à travers ce qu'il est, c'est-à-dire toutes les perceptions qui le constituent, et puis son rayonnement aussi, qui l'aide à avoir de nouvelles choses, à avoir de nouvelles perceptions, à avoir de nouvelles prises de conscience. Et donc le moi, lui, évidemment, il n'est plus, comme disait Jean-Pierre au début de la discussion, au premier plan, il est au deuxième plan. Et petit à petit, il va diminuer parce que lui-même va se rendre compte qu'il n'est pas ce qu'il croyait être, mais la présence même de l'être spirituel va le décomposer petit à petit. Et toutes les autres structures mentales, les sentiments, etc. C'est pour ça que c'est très important de regarder en nous, parce qu'en regardant, on va permettre à la lumière de voir les choses, mais aussi de créer cet être spirituel qui va nous aider de plus en plus à voir de plus en plus facilement en nous-mêmes. Et c'est lui qui voit. Tout à l'heure, je parlais des savoirs spontanés qui se sont construits à travers le processus des facultés de la conscience. Ce sont des savoirs qui sont basés sur l'extérieur, comme jouer du piano, ou jouer au tennis, ou conduire une voiture, etc. Le processus est le même en fait, mais pour l'intérieur. C'est le même processus qui va créer un savoir, un être, l'être spirituel, à travers les perceptions dans le champ de la conscience. Mais le principe est le même que pour un autre savoir qui, lui, s'est construit à partir de l'extérieur. C'est le même processus. Mais c'est l'être spirituel qui est le plus important, parce que c'est lui qui va nous permettre petit à petit d'être libre de l'emprise du mental, de l'emprise des instincts, des réactions en nous, de tout ce qui vient perturber la paix qui est naturelle, qui est déjà là, qui a toujours été là. Donc c'est à travers les perceptions, l'éveil, que tu vas permettre à ton être spirituel, Pascal, de grandir, de grandir, de grandir. Donc c'est vraiment très important d'être dans l'éveil. Oui, c'est quelque chose de spontané après. La lumière, l'unité spirituelle, l'être spirituel ou l'unité spirituelle, tu vas ouvrir les yeux et puis la lumière sera là, simplement. On ne va pas être en train de se dire, ah oui, mais le moi est ceci, le moi est cela. Tout ça, ça va être assimilé et intégré. Et lorsque tu ouvriras les yeux, ben, ça sera clair et puis c'est tout. Là, on peut se dire actuellement, oh là là, mais c'est compliqué votre histoire, il faut regarder, poser des questions, il faut s'arrêter, porter des regards, c'est difficile. Ben oui, mais après c'est plus difficile, c'est spontané.
Et même, je dirais, c'est passionnant. On peut le voir comme quelque chose de difficile, mais on peut le voir aussi comme quelque chose de passionnant. Se découvrir, découvrir la nature de la vie en soi, c'est quelque chose qui est extraordinairement passionnant, quoi. C'est on peut pas expliquer. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a plus passionnant que ça, parce qu'on n'a jamais regardé. On ne comprend pas les pouvoirs que nous avons, on ne comprend pas les pouvoirs que nous avons de la vie en nous. On pense que c'est naturel qu'on les ait, que c'est presque peut-être un dû, que voilà, on a ces facultés, que c'est normal de les avoir. Oui, oui que c'est normal. Oui, on voit, c'est quelque chose de facile. On entend, on comprend, c'est quelque chose de facile. Mais pas au début. Pour un petit garçon, pour une petite fille qui commence à... C'est pas facile de comprendre, d'apprendre des mots. Quand l'expérience a été assimilée, après, il y a quelque chose de facile. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne regarde pas les causes de ces choses-là. C'est ça, le corps, du fait de voir, d'entendre. Ça commence peut-être à devenir un peu plus clair parce qu'on a parlé des facultés de la conscience et qu'on commence à comprendre qu'il y a une relation entre les facultés de la conscience et les organes physiques, les sens physiques. On se dit, tiens, il y a quelque chose qui est en relation là. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. La cause, elle, est intangible, invisible, mais elle est néanmoins la cause de ce qui se manifeste sur le plan physique, dans le monde physique. C'est plus facile à regarder des phénomènes physiques pour un scientifique qui est penché sur son microscope que d'aller regarder des choses qui sont en nous et qui sont perceptibles, mais de l'ordre de l'intangible. Alors là, évidemment, quelqu'un qui n'a pas regardé, il peut dire, mais tout ça, c'est des fadaises, on n'y croit pas du tout. Les scientifiques n'y croient pas. Enfin bon, les scientifiques, ils ne croient qu'à ce qu'ils voient lorsqu'ils sont penchés sur leur microscope. Néanmoins, pas Eben Alexander, qui est un scientifique qui a eu une expérience assez incroyable. Je pense que tu as dû la voir, qui a été vraiment au bout de son expérience, au bout de son témoignage même, face à ses propres collègues, face à sa propre profession de scientifique. On se met un petit peu à sa place, évoluant dans le milieu scientifique, avoir une expérience de mort imminente, avec tout ce qu'il a pu vivre de l'autre côté, revenir et affirmer tout ça au grand jour face à sa propre communauté, à la communauté scientifique. C'est quelque chose qui a dû le marquer profondément quand même. Moi, je lui tire mon chapeau parce que il a tout balayé, toutes ces valeurs, les valeurs scientifiques. On peut imaginer que des collègues ont dû même rigoler de lui parce que ce qu'il raconte, c'est une véritable odyssée, quoi, ce qui s'est passé de l'autre côté. Et lui, un scientifique, spécialiste du cerveau, qui a eu son cerveau complètement annihilé, revient et parle de cette expérience. Alors que les scientifiques tous les scientifiques sont d'accord pour dire que avec le cerveau qu'il avait, il lui aurait été impossible même d'imaginer quoi que ce soit, quelque chose, tellement son cerveau était annihilé. Voilà. Enfin bon, je trouve que c'est un témoignage puissant. Alors, Irina m'a dit, essaye.